Bonjour, Benjamin Stora, comment ça va? Oui. Oui, on ne va pas faire semblant de se... Oui. Faire attention, normal. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on dit? On parle de mon dernier livre, Oui. L'arrivée. Oui. D'accord. Oui. Bah, qu'est-ce que je fais? Tu veux que je raconte le livre? Non. Dis-moi. Non. Non, raconter le livre, non. Mais... parce qu'au fond, ce livre... Oui. On s'était vu il y a l'année pas si dernière, longtemps, l'année dernière. Il y a 2 ans, non, 2 ans. Oui, il y a 2 ans, parce que pour les clés retrouvées. C'est ça, c'est la suite. C'est la suite. C'est la Et suite. avant, il y avait eu les 3 exils juifs d'Algérie en 2006. Bon, donc, c'est la suite. Et c'est, encore une fois, cette histoire une histoire personnelle, familiale, et qui est prise dans une histoire collective. Cette approche hybride, vous l'aviez déjà pratiquée, et là, je dois dire, à chaque fois, avec de plus en plus, je dirais, d'émotion. Je me trompe? Non, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un des journalistes qui m'a interviewé et qui m'a dit à propos de ce livre, j'ai l'impression qu'avec ce livre, vous avez dit beaucoup de choses de vous que vous n'aviez jamais dit auparavant. Donc vous êtes sorti de votre confinement. J'ai trouvé ça une formule qui était très Alors, juste, je ne sais pas extrêmement pertinente. Oui, ouais. Vous êtes sorti de votre confinement. J'ai dit, écoutez, il est temps à mon âge, maintenant que je suis vieux. Et d'ailleurs, j'en profite, étant donné que je parle de mon âge, pour saluer mon vieil ami Georges Morin, ici présent, qui a fondé cette association Coup de Soleil, qui a fondé le Maghreb des livres. Donc voilà, je voulais le saluer puisqu'il est là derrière. Merci Georges. Alors, ce sont 10 années, 62-72, années de passage de l'enfance à la jeunesse, de l'Algérie à la France, de Constantine à Paris ou à la région parisienne. Alors, avoir 12 ans à Constantine en 62, c'est là que le livre démarre. Vous avez 12 ans, la guerre d'Algérie prend fin après 130 ans de colonisation française, le pays est indépendant. Comment vous, enfant de 12 ans, vous vivez ce moment dans une famille juive de Constantine? Parce que il y a toutes ces interrogations que vous, peut-être, vous ne vous posez pas, mais que les adultes se posent et que vous percevez. Écoutez, j'ai raconté mon départ de Constantine dans un autre livre qui est Les clés retrouvées. Là, il s'agit de partir. C'est pas... Donc je parle beaucoup moins de Constantine dans ce livre-là, bien entendu, évidemment, puisque je parle de Constantine beaucoup dans le livre précédent. Mais quand même, vous avez raison. Au départ. Dans le départ, il y a eu beaucoup d'interrogations. Mais ces interrogations, pour dire la vérité, ce sont celles de mes parents. Ce ne sont pas les miennes. Parce que c'est mes parents qui étaient extrêmement inquiets, extrêmement angoissés. Ils étaient âgés, puisque mon père avait 53 ans, ma mère avait 46 ans. Et donc, à partir de là, ils n'étaient pas fonctionnaires. Donc, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir en métropole. Mon père était commerçant, il vendait de la semoule. Donc, ce n'était pas la même chose que pour d'autres qui suivaient la fonction publique, comme par exemple les instituteurs, par exemple. Mais là, ce n'était pas le cas. Donc, ils ne savaient pas exactement où est-ce qu'ils allaient. Est-ce qu'il fallait partir? Est-ce qu'il fallait rester? Mon père connaissait beaucoup les gens du FLN aussi parce qu'il avait fait ses études en arabe. Ce que je raconte dans le livre, d'ailleurs, pour la première fois, puisqu'il était diplômé en droit musulman, de la charia. Mon père, et qu'il avait le diplôme de droit musulman de la faculté d'Alger. Par parenthèse, ça ne lui a servi à rien quand il est arrivé en France. Imaginez le type qui se présente au boulot avec un diplôme de la charia. Bon, c'est même pas la peine. Bon, fermons la parenthèse. Donc, on ne peut pas aborder toutes les questions en même temps. Donc, la question, en fait, pour moi, c'est que j'étais plutôt excité de partir. C'est-à-dire que je prends le contre-pied un petit peu de tout ce qui se dit sur ces histoires. Oh, merci beaucoup. Et en fait, moi, j'étais très excité d'aller faire un grand voyage, de connaître Paris, de connaître la France, parce qu'on m'avait beaucoup parlé de la France, mes instituteurs, bien sûr, la musique, le cinéma, la musique, la mode.
etc. Mais on ne connaissait pas la France. On était français, mais on ne connaissait pas la France. Donc moi, ça m'excitait parce qu'on allait prendre l'avion. Donc déjà, c'était extraordinaire de prendre l'avion. Et on allait découvrir, enfin j'allais découvrir un autre pays, un pays différent. Donc moi, j'étais pas du tout dans le chagrin, la nostalgie, l'angoisse, je sais pas quoi. Vous savez, tous les récits qu'on fait quand on lit ce genre d'histoire, moi, c'était pas ça du tout. Moi, au contraire, je voulais connaître la ville lumière. C'était quelque chose de très important pour moi. Et comment dirais-je, c'était en fait le chagrin de mes parents qui m'atteignait, en fait, qui me touchait. Parce que si je parlais de ce départ avant de parler de l'arrivée, c'est parce qu'il y a cette question de votre père, quel va être le statut des Juifs dans l'Algérie indépendante. Et évidemment, vous entendez cette question dans une conversation, mais vous êtes projeté déjà dans cet ailleurs, dans ce pays que vous avez envie de connaître. Mais je voulais ajouter encore quelque chose à propos de la ville lumière, c'est que vous quittez Alger, vous partez d'où? De Constantine? De Tel Erma, c'est la base militaire de Constantine. Et vous partez, il fait nuit et non, il ne fait pas encore nuit. Il a fait nuit quand l'avion est parti, c'est ce que je raconte dans le livre. Oui. C'est-à-dire que la nuit commençait à tomber, et lorsque je me suis retourné vers le hublot pour regarder, comme on fait toujours en avion, la nuit était tombée à ce moment-là. Oui. Donc je n'ai pas pu voir la dernière image de l'Algérie. Voilà. Et puis vous arrivez à Orly, et vous n'avez pas non plus de première image, puisqu'il fait nuit, là. Il fait nuit. Et que vous traversez Paris, qui n'est pas du tout la ville lumière que vous imaginiez. Pas du tout, non. Bon. Et ensuite, vous vous retrouvez avec... c'est le moment où, peut-être, où vous vous retrouvez avec la plus grande partie de la famille à Montreuil. Oui, tout à fait. Et puis, il y aura le 16e arrondissement. Tout à fait. Vous allez au lycée Janson de Sailly. Et puis, Sartrouville, voilà. HLM et les copains et la politique. Exactement. Parce que ça fait tout ça, ça fait 10 ans. Oui, voilà. Mais l'une des étapes fondamentales, c'est justement votre entrée en politique. Vous dites même comme un professionnel de la Révolution. À la fin, oui. À la fin. Enfin, moi, je ne veux pas arriver tout de suite à la fin, mais ce parcours-là... Oui, alors le parcours, pour aller très vite, on a atterri à Montreuil parce que j'avais un oncle à moi qui avait acheté un petit pavillon avant, en 1960. Et donc, on s'est retrouvés à une trentaine à Montreuil, dans un tout petit pavillon, où on a vécu l'été 62 à Montreuil, qui était une ville communiste à l'époque, bien sûr, mais entièrement déserte. C'était les vacances. Donc, je suis arrivé d'une ville extrêmement bruyante à une ville entièrement déserte. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de Français qui vivent en France, c'est normal, c'était le mois de juillet, hein. Donc je pensais que les gens, ils ne vivaient pas ici, quoi. Donc je ne comprenais pas vraiment. Hein. Moi, je vous restitue mes impressions de l'époque. Hein. Il n'y avait personne dans les rues, quoi. Les rues étaient désertes, les boulangeries étaient fermées, etc. Bon, je ne comprenais pas tellement la façon de fonctionner. Bref, on est resté 2 mois là, et mon père a ensuite trouvé un ami qui avait une espèce de garage. Un garage aménagé, en fait, qui était dans le 16e arrondissement de Paris, qui était pas très loin de l'avenue Mozart, entre l'avenue Mozart et la rue du Docteur Blanche. C'était la rue de Livette, Métro Jasmin. Donc c'était près de l'avenue Mozart. Et donc on a atterri en octobre 62 dans ce garage qu'on a aménagé, et on a vécu là-dedans pendant 2 ans. Mais le problème, c'est qu'en vivant dans cette espèce de lieu qui existait avant dans le Paris, vous savez, des années 50-60, il y avait des lieux comme ça improbables, de l'entre-deux, où on faisait à la fois la forge, le garage, l'entrepôt, enfin, etc. Là, on a vécu avec mes parents pendant 2 ans, là, et je me suis retrouvé au lycée Janson de Sailly. Alors, le lycée Janson de Sailly, évidemment, c'était très, très, très loin du garage, ce qui fait que je pouvais inviter personne chez moi. C'était impossible, parce qu'eux m'invitaient chez eux, dans des appartements de 150 mètres carrés, mais moi, je pouvais inviter personne chez moi. Donc, c'était la solitude, en fait. C'était la grande solitude à Janson de Sailly. Mais bon, c'était un très bon lycée, comme je l'ai su beaucoup plus tard,
Hein, après, on m'a dit, oh là là, Janson de Sailly, moi je ne savais pas du tout à l'époque. Je l'ai su bien plus tard, parce que quand je suis devenu un petit peu connu, hein, on m'a invité à Janson de Sailly, comme ancien de Janson. Alors j'ai dit, ah bon, moi c'est quoi les anciens? On m'a dit, ben si, ben, vous êtes comme Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Attali. Ah d'accord, ok, oui. Mais bon, c'était pas tout à fait la même perspective pour moi. Mais enfin, qu'importe. Donc je suis allé faire cette conférence quand même à Janson de Sailly. Et en 1964, 2 ans après notre arrivée, on a enfin eu le HLM. C'est-à-dire que c'était là, enfin, on avait la possibilité du confort avec la salle de bain, chacun des enfants qui avait une pièce, etc., etc. Mais c'était à Sartrouville, et c'était à 3 km de la gare de Sartrouville. C'était sur le plateau de Sartrouville, les hauteurs de Sartrouville, c'était très loin. Et donc, on était très contents d'y aller, parce qu'on quittait cet endroit insalubre, en fait, fondamentalement, pour aller enfin à Sartrouville. Mais c'était l'exil dans l'exil. Parce que pour aller à Paris, il fallait prendre un bus, il fallait prendre le train et ensuite le métro. Et j'ai continué à aller à Janson de Sailly, parce que je ne pouvais pas changer de lycée comme ça. Et donc, tous les matins, je faisais 1h30 de transport. J'avais à peine 13 ans, je ne sais plus quel âge, enfin bref, ou 14 ans. Et à Sartrouville a commencé une autre vie. C'est-à-dire la vie d'un adolescent dans une municipalité communiste, Sartrouville. C'est en fait la vie d'une banlieue ouvrière. Et là, c'est la culture populaire. De 1964 à 1968-70. Là, je deviens un joueur de football, coureur cycliste. Au football, naturellement, l'entraîneur était au Parti communiste. Tous les joueurs, bien sûr, le manager, le mec qui conduisait le bus, enfin tout le monde. Hein. On prenait la rue Maurice-Thorez, on allait au stade Gagarine pour jouer au football, évidemment. Et donc c'était une atmosphère, on écoutait Jean Ferrat, donc on allait à la fête de l'UMA, c'est normal, hein, bon, tout ça. Et donc il y avait la carte des JC. Parce que bon, tout ça est logique, hein, je veux dire, bon. Et on combattait contre la guerre du Vietnam. Oui. Nous sommes en 1966. 65, 66, 67, tout ça c'est avant 68. Et donc il y a par conséquent, de ma part, un éloignement avant 68 déjà, d'une sorte de vie communautaire, traditionnelle, que j'avais vécue, que j'ai racontée à Constantine, dans une famille juive traditionnelle, où on parlait beaucoup l'arabe, etc. Et puis là, c'est une autre histoire, qui est celle d'une assimilation, parce qu'il faut utiliser le mot, n'ayons pas peur du mot, à la société française, par l'intermédiaire d'une culture ouvrière, d'une culture populaire en fait. Hein, avec, naturellement, alors dans la culture ouvrière, il y a beaucoup la musique, mais il y a aussi beaucoup le sport. En fait, c'était sport et musique, hein, c'était les deux piliers c'était les 2 piliers, absolument. De l'assimilation. C'était les 2 piliers, absolument. Enfin, on est passé quand même de Sheila aux Rolling Stones. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même, entre-temps, aussi une évolution, hein, je veux dire, une radicalisation musicale qui s'est opérée. Comme il y a eu une radicalisation politique, parce que là, absolument. vous nous avez parlé de vos débuts dans une vie politisé avec le Parti communiste, mais enfin bon, après vous devenez trotskiste, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est pas ça. Il y a un chapitre qui s'intitule S'intégrer, avec un point d'interrogation. Et justement, vous venez de le dire, intégration, assimilation. Votre mère, qui était ouvrière, et vous l'avez été aussi à un moment donné avec elle, dans la même usine, votre mère vous disait « Regarde ce que font les Français et fais comme eux ». Voilà. Alors et moi, je lui répondais « Mais maman, nous sommes des Français, je ne comprends pas ce que tu dis. Hein » Et elle me disait « Arrête, tu sais très bien ce que je veux dire. Tu comprends très bien ce que je veux dire. » Bon. En fait, effectivement, nous étions des Français, mais pas des Français comme tous les autres, puisque nous n'étions pas des étrangers, bien entendu. Nous n'étions pas des immigrés, bien sûr. Nous n'étions pas non plus des réfugiés, bien sûr. Mais pourtant, on était tout ça en même temps. On était à la fois français, immigrés, réfugiés, étrangers, tout ce qu'on veut. Donc il fallait surmonter toutes les catégories sociologiques qui sont forgées a posteriori par les chercheurs pour pouvoir rentrer dans la société française. Et en fait, ma mère, effectivement, en 1964,
a trouvé un travail en usine. Et elle est passée de sa condition de femme au foyer à Constantine, faisant la cuisine, etc., très bien d'ailleurs, à ouvrière d'usine. Et elle est restée 20 ans ouvrière d'usine à l'usine Kihiri, à La Garenne-Colombe, La Garenne-Beson. Et j'ai travaillé avec elle d'ailleurs plusieurs mois en usine. Et ma mère est restée 20 ans en usine. Et là, elle a retrouvé l'Algérie en usine. Oui, Pourquoi ? Parce que la plupart des scènes de la classe ouvrière, comme on disait à l'époque, la classe ouvrière, la plupart étaient des Algériens. Et la plupart étaient des OS. C'était une usine Peugeot, en fait, qui fabriquait des volants. C'était une succursale, une filiale de Peugeot. Et en fait, ma mère, progressivement, comme elle parlait l'arabe, couramment évidemment, donc est devenue représentante CGT des travailleurs algériens de l'usine. Mais, comme elle me le disait toujours en rigolant, quand ils ne veulent pas que je comprenne ce qui se raconte entre eux, ils parlent en kabyle. Alors elle disait, là, je ne comprends plus rien. Donc, vous voyez, c'est compliqué l'histoire de l'Algérie quand même. Hein. C'est ce mélange comme ça. Bon. Bref, j'ai travaillé ensuite avec elle, effectivement, en usine. Et puis est arrivé 68. Et 68, donc la révolution, bien sûr, l'engagement radical, Nanterre, je vais à l'essentiel. Donc imaginez Nanterre en 1969, 70, 71, il y avait environ 52 groupuscules au minimum. Hein. Entre eux, grosso modo, il y avait 18 variétés d'organisations trotskistes, 11 variétés d'organisations anarchistes. Enfin bon, c'était un bastion de l'extrême gauche révolutionnaire. Et là, effectivement, je suis devenu militant révolutionnaire et donc j'ai rejoint mes camarades qui combattaient pour la classe ouvrière, mais qui étaient tous des fils de bourgeois. Donc moi, j'étais le seul fils d'ouvrier. Donc il y avait quand même un paradoxe assez étonnant. Il y avait un petit décalage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'étais en décalage, parce que j'étais en décalage à Jean de Sailly, bien sûr. J'étais en décalage un petit peu à Sartrouville, parce que pour beaucoup de communistes, les pieds noirs, c'était des colons. Ce qui n'était pas vrai, évidemment. Et en même temps, quand je me suis retrouvé à Nanterre, je me suis retrouvé avec des gens qui étaient pour la classe ouvrière et qui n'avaient jamais mis les pieds dans une usine. Donc je me suis dit quand même, et qui ne savaient rien du tout de la classe ouvrière, mais qui en parlaient toute la journée. Dans les réunions de cellules le soir, surtout pour militer, bien entendu. Ils étaient des radicaux à fond. Donc je n'osais pas à Jean Sonsei dire que j'étais juif, parce qu'il y avait de l'antisémitisme. J'osais pas dire à Sartrouville que je venais d'Algérie, parce que sinon on m'aurait pris pour un colon. Et quand je suis arrivé à Nanterre, je ne disais pas que j'étais fils d'ouvrier, parce que ça faisait con. Donc résultat, à chaque fois, il a fallu que je sois en décalage. Donc c'est ce décalage qui m'a construit. Mais finalement, ce n'est pas une situation si inintéressante. C'est pas inintéressant. C'est peut-être dur à tenir. C'est pas évident parce que ça permet de vivre dans l'entre-deux. Ouais. Ça a permis et ensuite de vivre aussi les deux, de travailler venant d'Algérie, d'une famille juive orthodoxe, traditionnelle, faut-il le préciser, travaillant plus tard, là ça c'est pas l'objet de ce livre évidemment, mais travaillant plus tard sur l'histoire du nationalisme algérien à travers la figure de Bessali. Donc ça m'a permis, ce décalage, cette distance critique, m'a permis à la fois d'être enraciné et en même temps d'être en distance par rapport à ma propre origine. C'est-à-dire qu'il y a les deux aspects. Et la conclusion de mon livre, puisque je crois qu'il va falloir qu'on conclue bientôt. Ah oui, je crois qu'on est même un c'est l'heure, on a dépassé. Hein. Oui, donc, et en fait, la conclusion que je tire de tout ça dans mon livre, c'est qu'en fait, plutôt que d'enlever à chaque fois une particularité de moi-même, hein, Constantine, le quartier judéo-musulman, le lycée Janson de Sailly, la culture ouvrière, l'université de Nanterre, et ensuite le reste, ben j'additionne. Je ne soustrais pas, j'additionne parce que je suis pour l'histoire plurielle. C'est ce qui a fait que j'ai rejoint Coup de Soleil, fondé par Georges Morin, parce qu'on additionnait les gens qui venaient d'Algérie tous ensemble, mais on n'essayait pas de se séparer et de s'affronter les uns avec les autres. Voilà, je vous remercie. Merci Benjamin Stora. L'arrivée, et on attend la suite. Merci et pardon pour le retard.